Alors, on se retrouve après des discussions sympathiques. Alors, toujours dans la structure du texte qu'on va vous renvoyer, tout le monde s'est inscrit. Si vous êtes en ligne, de toute façon, je vais vous les renvoyer parce que ça veut dire qu'on a votre adresse email dans la base de données. Sur site, c'est peut-être pas forcément le cas. Si vous n'êtes pas inscrit en ligne, vous me donnerez votre adresse email que je puisse vous faire parvenir les documents et vous inclure dans la liste. Donc la première chose qu'on a vue ce matin, c'était dans la structure, explication de la manière de s'entraîner à shamatha qui est de la nature de la concentration et qui est dans comment s'entraîner dans les deux dernières perfections. Deux dernières perfections, c'est la perfection de la concentration, shamatha, perfection de la sagesse, vipassana. Et maintenant, on va plonger dans la technique, dans la deuxième catégorie, ici. Comment s'entraîner à shamatha? Bon, on est là pour ça. Et qui a 3 points principaux. Et je vais connecter ça à ce que vous venez d'échanger ensemble. Premier point, réunir les conditions préalables à l'obtention de shamatha. 2, comment, ayant réuni ces conditions, cultiver shamatha. Et 3, mesure de la réalisation de shamatha par la méditation. Ça veut dire, bon, comment on sait qu'on a shamatha ou pas? Ça, c'est le troisième point. Mais avant ça, il va falloir le cultiver. Et avant ça, il va falloir remplir le cahier des charges qui permet la concentration. C'est clair, hein, je veux dire, les Tibétains, ils ne s'embêtent pas avec... c'est solide. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est en ça que la structure peut aider à comprendre un peu la grande image. Parce que c'est pas, je vous le montre hein, pour ceux qui n'ont pas le texte, il y a comment s'entraîner à shamatha et réunir les conditions préalables à l'obtention de shamatha. Donc, c'est-à-dire que réunir les conditions préalables à l'obtention de shamatha, ça fait partie de comment s'entraîner à shamatha. C'est pas comment s'entraîner à shamatha et ensuite comment réunir les conditions à shamatha et après comment s'entraîner à shamatha. Ce qui doit nous faire comprendre quand même que l'entraînement à shamatha, c'est aussi les conditions préalables. Ça fait partie de l'entraînement à shamatha. Et ça, on n'a pas trop envie d'y penser parce que nous, on a envie de taper directement dans la technique. On s'assoit, on se sent bien, la paix intérieure. Mais si on doit commencer à réfléchir à notre mode de vie, à ce qu'on fait dans la journée, à ce qu'on dit au boulot, ça dérange tout de suite un peu plus. Mais c'est quand même un peu l'indication ici qui est que le calme mental est aussi le résultat de notre mode de vie, en plus qu'être le résultat d'une technique parfaite. C'est à la fois la technique parfaite et la mise en œuvre dans notre vie de certaines conditions. Dans la psychologie bouddhiste, ça fait sens. Ça fait sens. Donc, on commence par le début. Comment réunir les conditions préalables à l'obtention de shamatha? Et là, on a 6 points sur lesquels on va réfléchir ensemble et qu'on doit prendre un petit peu comme un miroir dans lequel nous, on va essayer de se regarder un peu. C'est demeurer dans un lieu favorable, premier point. Alors, dans le texte du Lamrim Chenmo, il dit il faut qu'il y ait un accès assez facile à la nourriture et aux habits. Il ne faut pas qu'on fasse 50 km pour aller chercher à manger, parce que si on était à pied dans l'Inde antique, on ne passerait pas beaucoup de temps à méditer. J'ai vu des yogis dans un reportage en Chine. Chaque fois qu'ils veulent acheter un sac de riz, c'est 2 jours de marche. Donc ils perdent un temps fou à juste faire pousser les végétaux dans leur jardin. Donc à l'époque, ça devait faire quand même sens qu'il ne fallait pas y passer trop de temps à ces choses-là. Donc là, on peut se dire, ok, ça c'est pour l'Inde antique, la Chine rurale, mais bon, ça nous correspond.
c'est pas pour nous. Ok, il y a un autre point. Non. Est-ce qu'on peut tirer quelque chose de ça? Le deuxième point dans la catégorie demeurer dans un lieu favorable, c'est être dans un environnement, un bon environnement pour vivre, où il n'y a pas de bêtes sauvages comme des prédateurs. Il se posait quand même la question en Inde antique. Il y avait quand même des tigres, des éléphants qui pouvaient attaquer, d'ennemis, beaucoup de guerres. Si on est dans un pays en guerre, atteindre le calme mental, c'est pas évident. Être dans un endroit qui est pas propice aux maladies aussi. Si on vit dans un endroit où il y a plein de moustiques, de la malaria et c'est un peu un marécage, c'est peut-être pas non plus idéal. D'avoir des compagnons qui sont inspirants, qui ont une discipline éthique personnelle, une bonne discipline éthique personnelle, et qui ont le même état d'esprit. Et un endroit où il n'y a pas beaucoup de gens le jour et pas trop de bruit la nuit. Ça, quand on fait une retraite de shamatha pour cultiver le calme mental, potentiellement pour le réaliser, c'est-à-dire pour arriver à cet état qu'on a défini tout à l'heure, ben c'est important d'être dans un endroit qui est propice quand même. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire de nous? Qu'est-ce qu'on peut prendre de ça, nous, pratiquement parlant? Si on est entouré de compagnons toxiques, par exemple, enfin toxiques dans le sens qui ne nous tirent pas vers le haut, dans un environnement familial ou personnel ou un environnement de travail qui est propice au conflit, ben ça va être très difficile de faire de la méditation. Et moi, je vois d'expérience pas mal d'étudiants qui ont beaucoup d'obstacles parce qu'ils passent quand même 7-8 heures au travail par jour et dans des environnements qui ne sont pas du tout propices à la sérénité. Donc là, si on veut gagner un peu de sérénité, un peu de paix de l'esprit, il va falloir peut-être questionner notre entourage professionnel ou personnel. Ça, c'est pas des sujets faciles, ça, hein, quand on entre là-dedans sur des problématiques où on essaie de développer plus de sérénité. C'est sûr qu'on a envie de faire de la méditation, cultiver de la paix, mais quand on doit considérer l'endroit où on vit, ce qu'on fait dans la journée, là, c'est pas évident. Un prérequis à la concentration, c'est ce qu'on appelle l'éthique personnelle, la discipline éthique personnelle. Dans les textes, on cite souvent la concentration comme le résultat de cette éthique, cette discipline éthique personnelle qui engendre la concentration, qui génère la sagesse. Donc l'éthique personnelle génère la concentration, qui génère vipassana en fait. C'est les 3 entraînements supérieurs dans le bouddhisme qui sont communs à toutes les traditions. C'est vraiment le socle, on pourra dire, de l'entraînement dans le bouddhisme, c'est ces 3 entraînements supérieurs. On dit supérieurs parce qu'ils ne conduisent pas seulement à de meilleures renaissances, ils conduisent à la libération. Parce qu'il y avait aussi ces entraînements dans l'Inde antique, dans l'hindouisme, le pré-hindouisme, sauf que Bouddha leur a donné une petite connotation, comment on se libère du samsara, avec ces 3 entraînements supérieurs. Deuxième catégorie, qui est une condition préalable au calme mental, c'est avoir peu de désir. Là, l'exemple qui est pris, mais c'est pour une communauté monastique, hein, c'est de ne pas sans arrêt vouloir des meilleures robes monastiques ou des meilleures ou plus de robes. Nous, est-ce qu'on peut... Moi, je porte pas trop de robes, hein, c'est pas commun, mais avoir peu de désir. Et vient immédiatement après avoir du contentement. 3e précondition à la culture de shamatha, avoir du contentement. 4e, si on veut atteindre shamatha, il faut complètement abandonner de multiples activités. Bon, ça c'est vraiment dans le contexte d'atteindre shamatha. Mais nous, combien on fait d'activités dans la journée? Et ça, c'est tiré de textes dans l'Inde antique. Hein. L'Inde antique, ils avaient quand même moins de charge mentale, hein, je pense. C'est pas je pense, c'est je suis sûr.
les activités sont considérablement complexifiées, sont devenues de plus en plus abstraites. Le nombre de tâches qu'on effectue dans la journée s'est considérablement augmenté. Est-ce qu'on a un nombre d'activités dans la journée qui est propice à la sérénité, au calme? Donc là, il dit, vous abandonnez les activités comme acheter et vendre, la socialisation excessive avec soit des moines, soit des personnes laïques, et de même que la poursuite, entre guillemets, c'est pas mis dans le texte, mais vaine de la médecine et de l'astrologie, par exemple. Il faut avoir, quand on fait une retraite de calme mental pour vraiment atteindre shamatha, il faut couper quand même pas mal pour y revenir ensuite. Hein. C'est pas l'indication de se couper totalement. Cinquième point, une éthique discipline personnelle pure. L'éthique discipline, la discipline éthique personnelle, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on sait? Ça consiste en quoi? L'éthique naturelle et l'éthique des vœux, d'accord? On dit plutôt l'éthique. Ça peut être une éthique naturelle, l'éthique des vœux. En fait, c'est l'éthique naturelle, la non-vertu par nature et la non-vertu par déclaration. Donc c'est maintenir ses vœux si on a des vœux laïques, c'est maintenir ses vœux si on est une personne ordonnée, mais c'est en somme s'empêcher de heurter, de faire du mal avec la parole. Ne pas tuer, ne pas mentir, ne pas voler. Voilà, ça fait partie de ce qui génère dans l'esprit un environnement propice à la sérénité. Pourquoi? Est-ce que c'est vrai ça? Quand tu fais du mal à quelqu'un, Ça occupe. c'est du mal à toi. Ouais. Quand tu vas médire sur tout le monde, ça occupe aussi. Ah, ça occupe l'esprit, oui, ça c'est sûr. Et le sixième point, c'est complètement éliminer la pensée discursive d'avidité. D'avidité, c'est une exagération mentale qui fait qu'on veut absolument posséder quelque chose. Alors ça, vous allez me dire, mais comment on fait pour développer ça? Est-ce que c'est avant d'entrer en retraite, ça, ou... Parce que c'est vachement dur, hein. C'est au fur et à mesure. Ça, c'est un point important. C'est pas parce qu'on les appelle les préconditions que c'est pas quelque chose qu'on va pas refaire pendant la retraite. Parce qu'en fait, il faut beaucoup de concentration pour doucement diminuer le flot de pensées de ce type-là. Plus il va y avoir de concentration, plus elles vont diminuer. Mais si on pense commencer une retraite ou ne pas faire de retraite avant que cette pensée discursive du désir, de l'avidité soit complètement éliminée, on ne va jamais le faire. Ça, j'ai entendu d'un Geshe, c'est vraiment quelque chose qui vient pendant la retraite. On va en fait, à mesure qu'on entre dans cette retraite, on va diminuer le désir pour mieux, on va continuer à développer du contentement, on va continuer à abandonner les multiples activités, et plus ça va aller, plus on va rentrer dans la pratique. Et Geshe Drondampa, je pense qu'il fait référence au grand disciple laïque de Lama Atisha du XIe siècle, il me semble. Geshe Drondampa, qui était un grand yogi, dit: on pense que la faute demeure dans nos instructions personnelles et on recherche seulement des instructions personnelles et par conséquent on est incapable d'atteindre la concentration. C'est le résultat de ne pas demeurer dans les conditions. Alors ce que ça veut dire, c'est qu'à l'époque, on pensait pour atteindre le calme mental, il faut simplement que j'ai les bonnes instructions. Il faut que j'aille frapper à la bonne porte. Il faut que j'aille
avoir le maître qui a atteint le calme mental et qui va pouvoir me guider. Et c'est simplement d'avoir les bons conseils, les bons tuyaux, savoir comment je vais piloter mon petit bolide de l'esprit, qui va me permettre d'atteindre shamatha. Et ce que dit Drondampa ici, c'est que on pense que la faute demeure simplement dans nos instructions personnelles. On pense que ce qui nous empêche d'atteindre le calme mental, c'est simplement parce qu'on n'a pas eu les bons conseils. Et on ne recherche que les instructions personnelles. Et par conséquent, on est incapable d'atteindre la concentration. C'est le résultat de ne pas demeurer dans les conditions, c'est-à-dire ne pas rassembler les conditions. En fait, ce que je dis souvent en retraite, c'est que shamatha, c'est la conjonction des conditions et d'une technique parfaite. Mais ce qui arrive souvent, et ça, moi je suis un petit malin, moi. Je découvre des tuyaux pour aller un peu plus avant dans la technique, et puis je me dis, oh attends François, en fait c'est qu'un truc de technique, je vais quand même pouvoir un peu rouvrir les portes, les vannes des conditions. Je vais pouvoir rouvrir un peu l'attachement, l'avidité, je vais faire plein de trucs, parce qu'en fait je découvre que c'est simplement le pilotage. Et en fait, je vois très, très vite que la méditation finit par vraiment se dégrader. Et c'est là où je reviens péniblement à ces 6 conditions que je vous ai citées. Et j'y reviens péniblement parce qu'en général, ce n'est pas la partie la plus drôle. C'est pas vraiment ce qu'on a envie de... C'est pas vraiment ce qu'on a envie de faire. Et après, je me dis, oh, c'est qu'une histoire en fait de conditions. Et là, ma technique commence à se dégrader un peu. Et en fait, c'est trouver l'équilibre entre les deux. C'est trouver l'équilibre entre les préconditions et la technique. Et là, moi, je suis un peu dans la période où il faut que je revienne un peu aux préconditions. Je le sais. Et en fait, c'est un peu l'échange entre les deux. Et c'est l'histoire aussi du développement du calme mental. C'est de savoir qu'il faut maintenir ces deux choses. Technique parfaite, ça on va le voir à partir de la prochaine session, le 1er avril, et l'obtention d'un environnement propice à la culture du calme mental. Excuse-moi François, j'ai une remarque, parce que Mingyur Rinpoché, il a un enseignement qu'il appelle Meditate Anywhere, Anytime, je sais plus, Alors Mingyur Rinpoché a un enseignement qui s'appelle méditer n'importe où, n'importe quand. Alors je pense pas que ce soit n'importe comment. Et il dit, je ne pense pas que ce soit n'importe comment. C'est n'importe où, n'importe quand, et je sais plus c'est quoi le dernier. Avec n'importe qui, non? Je sais plus, mais en tout cas c'est n'importe où, n'importe quand. Et du coup, en fait, je veux savoir parce que comment en fait, donc lui il dit qu'en fait, ce qui compte c'est la conscience, awareness, et que du coup ça peut être cultivé dans n'importe quelle condition. Enfin, c'est ce que j'ai avoir compris ça. Bon, je sais pas ce que tu penses. Je n'ai pas connaissance du contenu de la technique, mais c'est vrai qu'une fois qu'on développe un peu de calme et de stabilité, on peut méditer n'importe où, n'importe quand. Mais si on a du mal à méditer sur un coussin au calme chez soi, je ne sais pas si c'est dans le RER-B en période de pointe qu'il faut commencer, par exemple. Ça, c'est un peu n'importe où, n'importe quand. Mais je ne suis pas sûr que quand tu es debout comme ça et que tu es pris entre 20 personnes, que c'est le meilleur moment pour te dire « Allez, François, tu n'as jamais médité avant, c'est le bon moment. On commence, c'est parti. » Non. Je pense qu'après, oui, le but, c'est que ça s'infuse dans toute notre existence. Mais avant ça, c'est pour ça qu'on fait des retraites. On commence dans un endroit où il y a un calme propice et après, on l'étend dans notre vie. Mais faire l'inverse, c'est quand même difficile. Hein. Je suis d'accord. Mais du coup, parce qu'en fait, là, c'est ma question, si c'est est-ce que par rapport à l'objet, apparemment, c'est dans le cadre où l'objet, c'est la conscience, est-ce que cet objet-là particulièrement, en fait, permet de méditer plus facilement dans des conditions plus difficiles, par exemple brûlantes ou je ne sais pas. Non. Est-ce que donc il y a un rapport avec le choix de l'objet? Non, il n'y a pas de rapport avec le choix de l'objet, je ne crois pas. Est-ce que, par exemple, moi, je dirais non. Tu dirais non, Oui, je dirais qu'il n'y a pas de rapport parce que il y a un moment, de toute façon, si tu atteins le niveau 5-6, tu ne vas pas pouvoir le faire n'importe où, ça, quand même. Hein. Et surtout pas au volant, hein, Cyril. Retrait de la constance sensorielle. Non, pas sur l'autoroute, Cyril.
Ce que dit Atisha également, Atisha, c'est celui qui a apporté le bouddhisme indien au Tibet dans la deuxième vague, très très grand maître. Si vous vous efforcez grandement, même pour 1 millier d'années, si les membres à shamatha sont imparfaits, la stabilisation ne sera pas accomplie. Alors les membres, dans le bouddhisme, c'est un autre mot pour dire les conditions. Donc si vous vous forcez pendant des milliers d'années, si les conditions ne sont pas réunies, vous n'y arriverez pas. Ça, c'est dans la lampe sur la voie, l'Amatisha. Et l'Amatsongkhapa dit en particulier, les conditions les plus importantes, c'est la bonne éthique personnelle, voir l'avidité comme étant désavantageuse, et demeurer dans un environnement approprié. C'est les 3 les plus importantes des 6. Voir le désir comme désavantageux, pas tous les désirs, hein. Désir d'éveil, le désir de transformation, le désir que les êtres autour de nous soient heureux, c'est pas vraiment le désir comme on le prend là. C'est pour ça que je préfère peut-être dire voir l'avidité, les préoccupations mondaines comme désavantageuses et une éthique personnelle, une discipline éthique personnelle pure. Une bonne éthique personnelle. Et le lieu, c'est ça, c'est entre... Ouais. Mais dans la discipline, qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi l'alimentation, il y a quoi? Oui. Ouais. Ça en fait partie. Le rapport à l'alimentation, le rapport au sommeil. Quelqu'un est revenu? Non? Qui part? Qui part. Ok. Oui. Oui, ça en fait partie. C'est assez vaste hein, comme sujet, hein, l'éthique personnelle. Hein. C'est le mode de vie. Quel boulot on fait aussi? C'est une forme d'éthique. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on pense? C'est un vaste sujet, magnifique, mais pas très glamour. C'est pas vraiment ce qui... C'est difficile de motiver. On peut motiver au calme mental parce que tout de suite on parle, vous allez avoir de la sérénité, du calme... Mais motiver à l'éthique, c'est plus difficile. Parce que l'éthique, ça nécessite souvent de dire non. Et on prend quand même un peu souvent comme signe de notre liberté le fait de pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut. Or, le bouddhisme dit que bah, ouais, ça, c'est pas vraiment le signe de la liberté, ça. Donc il y a aussi finalement l'objectif pour lequel on fait de la méditation, ça doit être aussi éthique, ça, parce que si Ah oui. par exemple je fais de la méditation pour être plus performante au travail. Oui, si on fait la méditation pour être juste plus performant au travail, déjà la force de ton élan va être limitée, parce que ça n'a pas une dimension altruiste, ça n'a pas une dimension presque transcendante. Et si en plus dans ton travail, c'est pas le cas, hein, mettons, dans ton travail tu fais quelque chose qui est éthiquement discutable, alors la motivation ne sera pas bonne, et sans doute que ce sera encore plus compliqué d'atteindre le calme mental. Oui, avoir la bonne motivation pour le faire, pourquoi on le fait. C'est pour ça qu'en début de journée, on connecte ça à une forme d'altruisme, c'est la plus grande motivation qui soit finalement. Pourquoi on veut de la sérénité? Est-ce qu'en plus on le veut juste pour se sentir bien un petit peu? Ça peut servir, ça va être un des bienfaits en chemin, mais ça ne suffit pas à créer une vaste motivation. Donc ça, c'est préconditions. Comment on fait pour les intégrer? Comment on fait pour... Parce qu'en fait, dans la question « Comment libère-t-on du temps ?» en fait, on libère du temps quand on a peu de désir, quand on a du contentement, parce que ce qui nous empêche de libérer du temps, c'est d'être insatiable, c'est d'avoir beaucoup de désirs, c'est de faire plein de choses, c'est d'avoir un manque d'éthique personnelle, c'est d'être sans arrêt pris par le désir,
c'est de vivre dans un endroit qui est complètement fou. C'est ça qui nous empêche de libérer du temps aussi. Au-delà de la motivation après, de voir les qualités de la concentration, d'être motivé. Donc, ça c'est un vaste, vaste sujet. Hein. Dans les points cruciaux du calme mental, c'est de ne pas passer là-dessus en se disant, bon, ok, ça j'ai... Oui, bon non, j'ai pas trop de désir, moi ça va. Éthique personnelle, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je me sens plutôt éthique. J'ai acheté mon petit chocolat équitable. Ça va. La pensée de désir, bon là, non, j'en ai pas. Ok. Allez, on passe à la concentration. Comment on fait pour s'y arrêter aussi? Alors, ce que j'ai entendu, j'avais une oreille attentive dans vos discussions, c'est comment se motiver au calme mental. Comment se motiver au calme mental? Ce que j'ai entendu de ce que vous disiez, c'est il faut en avoir eu un avant-goût. C'est le meilleur moyen de se motiver. Mais est-ce que c'est pas un peu... C'est difficile parce que pour avoir un avant-goût, il faut le pratiquer. Et pour le pratiquer, il faut avoir déjà libéré du temps. Donc, en fait, comment on fait? Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Si on se dit, pour libérer du temps, il faut que j'ai un avant-goût, ben non, il faut libérer du temps pour avoir un avant-goût parce qu'il faut pratiquer pour avoir un avant-goût. Donc, comment on fait pour se motiver au calme mental? C'est le sujet juste après. Mais déjà, je vous invite à prendre quelques instants, peut-être pour lancer et injecter dans votre esprit cette pensée, cette note, cette mémoire prospective qui va se réveiller dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années, dans quelques heures, de vous dire, ça c'est important en fait. C'est qu'on ne peut pas complètement extraire la méditation de notre mode de vie. C'est pas possible. Elle ne vient pas faire de miracle, la méditation. Elle vient se placer quand on a du contentement, quand on a ces préconditions, au moins un minima, et plus on va les avoir, ces préconditions, plus de toute façon on va voir que l'esprit s'apaise. Je ne peux pas vous dire simplement c'est un truc de technique. Je ne peux pas vous le vendre comme ça. C'est pas comme... C'est pas dans l'ordre de la nature de l'esprit que c'est simplement une histoire de technique. Moi, je bosse 12 heures par jour, je suis dans un environnement complètement perturbé, et en pensant qu'on va rentrer chez soi, s'asseoir 20 minutes sur le coussin, entrer en absorption, et on part là pendant même pas 20 minutes, pendant des heures, alors que toute la journée, on n'a eu aucun contrôle sur nos pensées, aucun contrôle sur notre parole, aucun contrôle sur... Non, c'est impossible. Et d'ailleurs, quand on a une vie très très active, on n'a même pas envie de méditer, on n'arrive pas à trouver de temps pour méditer. C'est pas grave. Parce que là, on voit que la méditation, c'est déjà le résultat de quelque chose. Si on n'arrive pas à méditer, si après ces 4 sessions, vous n'arrivez toujours pas à méditer, dites-vous, ce n'est pas un problème, ça ne vient pas de moi personnellement, ça vient juste d'un environnement qui peut être un environnement mental, nos habitudes, notre éducation, notre mode de vie, notre famille. C'est complexe, il ne faut pas le circonscrire uniquement à la technique et pas se dire c'est ma faute personnelle. Non. Parce que c'est peut-être dans ces 6 leviers-là qu'on peut déjà venir insuffler de la force pour ensuite méditer. Donc je vous laisse quelques instants pour songer à ces 6 points et peut-être nous regarder un petit peu dans ces 6 miroirs de l'environnement dans lequel on vit.
peut-être qu'à l'écoute de ces 6 conditions, vous allez avoir un petit il y a un petit truc qui va faire dans votre esprit. Ça, vous pouvez peut-être le mémoriser, ça. Ou vous dites, moi, je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit terrible, ce point-là. D'avoir peu de désir. Et c'est marrant parce que, alors que je parle de ça, j'entends dans le fond de la rue une fanfare qui passe. Avoir du contentement. Est-ce qu'on se satisfait des choses qu'on a? Surtout dans les biens matériels qu'on a, dans le statut social. Est-ce qu'on fait preuve de contentement? Et dans le désir, est-ce qu'on a un fort désir de réputation, d'entendre des choses plaisantes, qu'on dise des choses plaisantes de nous? Est-ce qu'on a envie que... Ça sont des préoccupations mondaines. Elles sont vaines parce que c'est jamais satisfaisant vraiment ça. La poursuite de préoccupations mondaines est comme de boire de l'eau salée. D'abandonner complètement les multiples activités, mais à notre niveau, est-ce qu'on est engagé dans trop d'activités? Et qu'en est-il de notre éthique personnelle? Par rapport à l'éthique du langage, ne pas mentir,
de ne pas avoir de paroles dures, ne pas avoir de paroles qui engendrent la division, de paroles trop vaines. De notre mode de vie, de notre travail. Et enfin, complètement éliminer la pensée discursive d'avidité. Est-ce qu'on voit l'avidité comme un vrai souci? Est-ce qu'on voit qu'elle est désavantageuse, qu'elle n'est pas constructive pour nous, l'avidité? Ou est-ce qu'on est excité de cette avidité? Et c'est parfois difficile de répondre à cette question sincèrement. Et Lama Tsongkhapa nous donne cette citation sur laquelle on peut se servir pour réfléchir à l'avidité. Tout dans l'existence cyclique, plaisant ou déplaisant, est éphémère et impermanent. Comme il est certain que j'en serai séparé rapidement, pourquoi devrais-je avoir de la saisie pour ces choses ? Donc ça peut être la base à nos futures réflexions. Je pense que ce n'est pas en une session de 10 minutes comme ça qu'on peut arriver à des conclusions. Il faut en faire un sujet peut-être pendant quelques jours, quelques semaines. Mais ça calme vraiment l'esprit. Hein. Je répète à chaque fois, mais le Lamrim me dit que qu'est-ce qui calme les distractions? Ce n'est pas shamatha, c'est l'éthique personnelle en fait. Avoir du contentement, ça calme naturellement les distractions en fait. Hein. On est capable de marcher dans un parc sans avoir à penser à 50 choses, de se projeter dans l'avenir, de penser, d'avoir des remords. Quand on est simplement là, présent, qu'on a peu de désir, qu'on est content, évidemment que la distraction, elle part. On n'a même pas besoin de méditer pour ça. Bonjour. Qui est-ce? Quelqu'un vient d'arriver. Alors, la grande ligne suivante, c'est comment, ayant réuni ces conditions, on part là sur l'idée qu'on les a réunies, hein, imaginairement parlant, on se dit ça y est, je les ai réunies, mais on a vu que ce n'est pas nécessairement qu'on doit les réunir complètement
avant de commencer, hein? On en a un bon niveau. Un bon niveau de condition va produire un bon niveau de concentration, un super niveau de condition va apporter un super niveau de shamatha, etc. C'est vraiment, ça se travaille ensemble. Oui. Dans un monde, enfin, dans le monde dans lequel on vit, quand on est encore en période de travail, etc., enfin, on peut réunir toutes ces conditions de façon optimale. Dans une vie professionnelle aujourd'hui, est-ce qu'on peut réunir ces conditions optimum, dis-tu avec des yeux pleins de... Désespoir. Je ne sais pas si c'est de désespoir ou d'espoir. Je ne sais pas. Moi, enfin, je vais, enfin, on est- Non, mais là, ça c'est pour accomplir le calme mental. Mais si on avait déjà un peu plus de contentement, on aurait déjà un peu plus de concentration, etc. Et on verrait déjà bien des bienfaits dans notre existence. Oui, ça j'entends. Mais C'est pas un interrupteur. Soit j'ai tout, ça fonctionne, soit j'ai pas, ça marche pas. au fur et à mesure. Au fur et à mesure, c'est une voie graduelle. Hein. C'est important ça. Si tu gagnes un peu en contentement, tu vas voir comme ça sert de carburant à un peu plus de concentration, et ainsi de suite. Question importante. Alors, comment ayant réuni ces conditions cultiver shamatha? Donc là, la pratique à proprement parler. Quelle posture physique adopter pour méditer? Bon, ça, j'en parle pas parce que vous pourrez le trouver dans les textes. Je n'ai pas de valeur ajoutée particulière. Et puis la position, on peut faire en position assise, couchée, sur une chaise. Je pense que si vous voulez vraiment atteindre shamatha, je pense qu'au bout d'un moment, la position devient vraiment importante. Mais en tout cas, je ne pense pas que ça nécessite qu'on s'y attarde trop. Alors, comment produire une stabilisation méditative sans défaut? Et là, c'est divisé en 3. Comment agir avant de focaliser l'esprit sur l'objet? Comment agir au moment de focaliser l'esprit sur l'objet? Et comment agir après avoir focalisé l'esprit sur l'objet? Ça va rester les grandes lignes de tout ce qu'on va faire jusqu'à présent. Donc là, comment agir avant de focaliser l'esprit sur l'objet? Et là, comment agir avant de focaliser l'esprit sur l'objet? L'importance d'appliquer les antidotes au manque d'enthousiasme dès le début. On commence par ça. Dans le document que je vous ai fourni, les 5 fautes et 8 antidotes, la première faute, le premier levier, ce n'est pas la pleine conscience dans la méditation. Le premier levier sur lequel il va falloir agir pour la méditation, c'est le manque d'enthousiasme. Ce qu'on traduit parfois par paresse, mais je préfère manque d'enthousiasme. C'est qu'en fait, notre tête, elle a envie de méditer, elle nous dit « il faut que je médite », mais nous, on n'a pas vraiment envie, en fait. Hein, ce n'est pas très joyeux. L'enthousiasme, c'est la joie dans la vertu. La joie dans la vertu. Et là, vous l'avez dans le document que je vous ai transmis, définition selon l'Abhidharma Samuccaya d'Asanga. C'est une absence... Ah non, ça c'est le manque d'enthousiasme, pardon. Ça, je vous laisserai regarder le document. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser. Ça, c'est vraiment une feuille de route aussi. C'est super, super important pour bien définir les leviers qu'on va essayer de mettre en œuvre dans la méditation. Donc le premier, c'est on n'arrive pas à se méditer si on n'est pas motivé. Et ce n'est pas juste se motiver en se disant « Allez François !» 1 heure, c'est une méditation qui est joyeuse. Une motivation qui est joyeuse, pardon. Motivation joyeuse. C'est une perfection dans le bouddhisme, ça. Hein. Il n'y en a pas 50 des perfections. L'effort dans la vertu, la joie dans la vertu, c'est une perfection. C'est quelque chose qui emmène très loin. On dit aller au-delà, paramita, qui conduit au-delà, qui nous emmène au-delà, qui nous pousse vers le très loin. Ça nous emmène très loin, en fait, la perfection de la joie dans la vertu.
par opposition à l'effort dans la peine qu'on doit finalement qu'on doit abandonner au bout d'un moment. Ça ne fonctionne pas à long terme. Il faut qu'on ait de la joie dans ce qu'on fait. Surtout sur l'esprit. On peut forcer le corps à aller courir, ça va être plus compliqué de se forcer à méditer. Ça, je pense que vous en êtes rendu compte. Donc, dans le document que je vous ai fourni, vous avez vu que manque d'enthousiasme, il y a 3 sortes de manque d'enthousiasme. Le manque d'enthousiasme du découragement, j'en suis pas capable. Ça, c'est une forme de manque d'enthousiasme. Bon, la méditation, je pense que... Non, moi, je pense que... Toi, peut-être, Vincent, tu t'en es capable. Moi, je pense que non. Moi, j'en suis pas capable. Là, ça va être très difficile de focaliser l'esprit comme ça. L'esprit ne va pas du tout avoir envie. Le manque d'enthousiasme de la procrastination, j'en suis capable, oui, mais demain, plutôt. Laisse-moi encore un petit peu. Hein. J'ai encore une activité professionnelle. Quand je serai en retraite, peut-être que j'aurai un peu plus de temps. On ne peut pas tout faire en même temps, de toute façon. Donc là, on pense pas. On pense qu'on en est capable, mais bon, on va le reléguer. Non, mais attends, je vais déjà faire tout le ménage de la maison. Hein. Quand j'aurai fini, que je serai bien claqué, que j'aurai plus envie de rien faire, oui, on se fera une petite méditation. Et la troisième manque d'enthousiasme, c'est le manque d'enthousiasme dû aux activités mondaines. J'en suis capable, mais je fais plein d'autres choses. J'ai plein d'autres activités et au final, ce n'est pas du tout une priorité pour moi. Donc, vous voyez ce qu'on vient de voir dans les préconditions, ça vient déjà un peu inverser ces 3 manques d'enthousiasme. Parce que quand on est conscient de l'impermanence, que notre vie est quand même assez courte, la procrastination va être quand même beaucoup plus difficile à conserver. Quand on pense qu'on n'en est pas capable, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'en suis pas capable. Qu'est-ce qu'on fait? Comment je lutte contre le fait que je pense quand même, j'en suis pas capable? Comment on fait pour examiner notre potentiel? On en regarde ce qu'on a fait de bien déjà, la réjouissance. Et ça, j'en parle assez souvent. Se réjouir dans les choses bénéfiques qu'on a fait pour restaurer un peu de souffle à l'intérieur de nous, nous dire « Ok, j'ai fait toutes ces choses, j'ai juste à continuer en fait. » Quoi d'autre? Donc à la fois, pour lancer un souffle qui va nous propulser dans la méditation, il faut générer cet effort joyeux. Cet effort joyeux, il est produit non seulement en venant diminuer le manque d'enthousiasme, qui est le résultat de on fait plein de choses dans la vie, on pense qu'on n'en est pas capable, on le remet à demain. Donc chacun de ces problèmes a son antidote finalement. L'impermanence, en retraite, est-ce que je serai là quand je serai en retraite? J'en sais rien. Qu'est-ce qui importe vraiment? Les préoccupations mondaines, qu'est-ce qui importe vraiment? Est-ce que la jouissance matérielle est une garantie du bonheur? Je pense qu'il ne faut pas trop de raisonnement pour venir l'invalider, ça. Non, ce n'est pas une garantie du bonheur. Parce que si j'ai toutes ces choses matérielles et que dans mon esprit j'ai du chagrin, de la tristesse, de l'anxiété, de la dépression, du mécontentement, de l'insatiabilité, je peux avoir tout ce que je veux, je n'aurai pas le bonheur. Donc ça aussi, par la logique, c'est invalidé. Qu'est-ce qui importe vraiment finalement? Est-ce qu'à l'inverse, si j'avais très peu de choses mais du contentement, est-ce que ce ne serait pas beaucoup mieux que d'avoir plein de choses et pas de contentement? Le bouddhisme dira bien sûr que si. L'esprit est prééminent par rapport à la possession matérielle, surtout quand on a à la limite en bonne santé, qu'on ne vit pas dans un pays en guerre, qu'on a accès à des ressources minimum quand même. Je pense que ce contentement, on peut l'avoir. On n'est pas en train de chercher notre subsistance, on a quand même tellement de choses qui nous sont suffisantes. Manque d'enthousiasme de dire « j'en suis pas capable ».
de voir dans votre passé, dans votre existence, tous les moments où vous avez été plus en paix. Ça, c'est aussi un moyen de savoir. J'avais des moments où j'arrivais à bouquiner un livre pendant 6 heures, ou non, 6 heures peut-être beaucoup, mais si peut-être, où je pouvais me poser. Essayez de revoir les moments aussi dans votre vie où vous avez eu toutes ces variations dans le niveau de votre concentration. Et ça nous permet de nous rappeler qu'en fait, c'est juste une histoire d'environnement. Quand on change d'environnement mental extérieur, alors l'esprit peut se focaliser. Et on commence à se dire, waouh, ok. Donc ça, c'est un des leviers dans la concentration. Si vous n'arrivez pas à méditer, ne vous forcez pas. Essayez plutôt de voir votre environnement, essayez de vous motiver, et le moyen de se motiver, vous le retrouverez dans ce petit document, bien expliqué, où vous avez les définitions et exactement comment ça se génère. Dans le petit document, vous avez comment est-ce que je fais pour avoir de l'effort joyeux? Il faut que je commence à avoir envie de le faire. Il faut que j'aspire à développer de la concentration. Comment je fais pour aspirer à avoir de la concentration? Il faut que je commence à avoir une certaine conviction dans les qualités que ça a, la concentration. Si je veux commencer à faire du sport, il va falloir que je sache que ça a des qualités. Quand je sais que ça a des qualités, je commence à vouloir le faire. Quand je commence à vouloir le faire, je commence à avoir de la joie à le faire. C'est la séquence qui est décrite dans la psychologie bouddhiste pour générer la motivation. Et c'est valable pour tout. On peut le permuter, après le dupliquer à toutes les activités qu'on peut faire. Si on n'a pas envie de faire quelque chose et qu'on voudrait avoir envie, il faut commencer à aspirer à cette chose-là. Et pour y aspirer, il faut qu'on se porte sur les bienfaits de cette chose-là. C'est une méthode géniale. Moi, je trouve que c'est tellement bien décrit le mécanisme de comment générer la joie dans la vertu, comment générer la joie dans les choses qui ont du sens. Donc ça, je vous laisse absorber ça. Je ne suis pas sûr que je puisse ajouter vraiment quelque chose à ça, où on y reviendra peut-être. Vous voulez que vous voulez avancer ou vous voulez que j'en parle un peu plus de ça? Du premier levier du manque d'enthousiasme. C'est bon? Donc c'est sans doute là-dessus qu'on pourrait passer du temps aussi. Parce que maintenant, c'est quoi les qualités de la concentration? Le texte dit, si vous ne pouvez pas arrêter le manque d'enthousiasme qui vous rend peu enclin à la culture de la concentration et que vous vous réjouissez de choses qui ne sont pas propices à la concentration, dès le départ, vous ne pourrez pas entrer dans la concentration, ou même si vous y arrivez une fois, vous serez incapable d'y demeurer et cette concentration se détériorera rapidement. Par conséquent, il est crucial de mettre fin à ce manque d'enthousiasme dès le départ. Et là, il explique la séquence. En fait, quand on a cette souplesse mentale, qui naît du calme mental, cette souplesse que je vous ai dit, on avait vraiment son esprit sur le bout des doigts, c'est vraiment ça l'antidote au manque d'enthousiasme. Et pour développer cette souplesse mentale, c'est l'effort joyeux qui la génère. Qu'est-ce qui génère l'effort joyeux? C'est l'aspiration. Qu'est-ce qui génère l'aspiration? C'est la croyance dans la qualité de quelque chose. Donc tout à l'heure, j'entendais, oui, mais moi je sais que la méditation, c'est bien, mais ça ne m'empêche pas que ça ne me convainc pas. C'est juste intellectuel. Moi, il faut que je goûte. Il faut que je goûte à la concentration pour me motiver. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Parce que ça, c'est important. Parce que d'un côté, si je pouvais vous faire goûter, si je venais avec des échantillons de 20 secondes de ce qui se passe quand vous en êtes au niveau 6, par exemple, là, je pense que c'est sûr, vous reviendriez. Mais je ne peux pas le faire autrement que par les mots. Je ne peux pas vous le transmettre, ça. Donc, c'est ces mots.
et les mots de Lama Tsongkhapa, dans lesquels on pourrait avoir une certaine confiance, qui peuvent initier une forme d'enthousiasme. Parce que les bienfaits de la concentration, c'est vrai qu'est-ce qu'ils vont venir dès le départ? Est-ce que la première fois que je vais m'asseoir et que je vais rester avec le souffle, je vais sentir immédiatement les bienfaits? D'expérience, je vois que non. Donc comment on vient nourrir cet enthousiasme si pour le sentir, cet enthousiasme, dans la pratique, il va falloir un certain temps? Comment on fait? C'est la conviction? Dans quoi? Ouais, mais est-ce que c'est pas un gros baratin, ça aussi, dans les textes? Est-ce que ça fait pas partie du business plan? Est-ce que c'est pas de la publicité mensongère? Il faut de la persévérance, parce que même si on n'a pas tout de suite les bienfaits, Même si on n'a pas tout de suite les bienfaits, il faut la persévérance pour continuer. et à un moment, ça va arriver. Alors c'est sûr, il faut un peu d'huile de coude au départ. Il faut un peu y aller quand même. Mais comment on fait pour se convaincre de bienfaits avant même d'avoir goûté à ces bienfaits? Il me semble que tous, en fait, je pensais à Thich Nhat Hanh qui disait que on a tous à des moments l'expérience de l'éveil, que c'est pas un but à atteindre, mais qu'à des moments différents, je pense qu'on a tous quand même eu à des moments cette sensation de bien-être et qui vient quand on est calme, ça peut être en regardant un coucher de soleil, mais je veux dire, on a tous à un moment donné ou un autre fait cette expérience et on cherche à le retrouver. Ah oui, alors ça, c'est ce que j'emploie souvent. On peut avoir conviction dans le texte, dans les qualités qu'on verra après la pause, mais on peut aussi se dire, ben voilà, dans ma vie, les moments où j'étais vraiment serein, où j'ai vraiment eu du contentement, comment je me sentais, comment c'était dans mon esprit, comment c'était dans mon corps. Ça, c'est un moyen de retrouver aussi de l'enthousiasme pour la concentration. C'est de faire ce lien entre notre expérience et la qualité qu'on avait dans notre vie aussi à ce moment-là, et l'environnement qu'on avait, de dresser des liens et de voir qu'on peut le valider dans une certaine mesure par notre expérience aussi. À un petit niveau, et après, il faut juste poursuivre le trait et se dire, ben voilà, mais si j'avais ça de manière maintenant professionnelle, exponentielle, comment je serais? Et là, c'est sûr que c'est un petit bond de se dire, ben voilà, c'est une hypothèse. Mais c'est cette hypothèse aussi de se dire, et si j'avais ça pendant des heures, et si j'avais ça à un niveau bien plus profond, comment je serais? Comment ça transformerait ma vie? Comment je serais par rapport aux problèmes? Comment je vivrais par rapport aux autres? Comment je rencontrerais les différents obstacles de la vie? Et je pense que sur cette base-là, on peut plus facilement générer une forme d'aspiration, se dire, waouh, en fait, c'est vraiment un truc qu'il faut que je fasse. C'est pas juste... Et là, on va finir par le trouver le temps. Il y a aussi quelque chose que je pensais, c'est si on rencontre quelqu'un qui a atteint Shamatha, et qu'on voit par exemple qu'il a des bienfaits. Ça se voit peut-être, je sais pas, sur son visage, je ne sais pas, ou qu'est-ce que ça fait. Alors, si on a rencontré quelqu'un qui a développé Shamatha, il faut le trouver celui-là. Hein. Ou quelqu'un qui a de l'effort joyeux, juste ça, à un niveau moindre déjà. Ouais. C'est de se laisser inspirer par les autres aussi, c'est important. Ouais. Moi, je pense que c'est important de se laisser inspirer par les autres. Faut pas le voir avec trop de doute. C'est important d'ouvrir son inspiration pour les autres. De se laisser inspirer par les autres, c'est super important, je pense. Hein. Parce que c'est aussi l'esprit très positif de savoir reconnaître les qualités chez les autres. Ça met fin à la colère, à la jalousie, ça nous pousse à la transformation, de voir plutôt les qualités des autres que leurs problèmes.